Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans EcoSoc EcoChoc. Ce soir, nous nous penchons sur un sujet particulièrement d'actualité, l'emploi en état d'urgence. Le constat est alarmant, le secteur public veut réduire les dépenses, donc pas de vague d'embauche. Le secteur privé tourne au ralenti, donc n'embauche pas, voire même licencie. La création d'entreprises est freinée par la baisse de la consommation des ménages et l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie est en berne. Résultat, des dizaines de milliers d'emplois ont été supprimés avec peu de perspectives d'avenir. À cela s'ajoute la fin prochaine du dispositif de chômage partiel prévu pour fin juin. Alors, que va-t-il se passer dans la seconde moitié de l'année et surtout, comment redonner une place à ceux qui ont perdu la leur dans le monde du travail? Pour en discuter, nous recevons ce soir Christopher Gigès, membre du gouvernement, notamment en charge de l'économie du travail et de l'emploi. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également Mimsi Délé, vous êtes présidente du MEDEF, le mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Mélanie Atapo, présidente de l'USTKE, l'Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais, le secteur de l'emploi est en crise. Les entreprises n'ont plus les capacités financières de recruter et doivent même se séparer de leurs salariés. Une situation, bien sûr, vécue difficilement par les chefs d'entreprise, comme on peut le voir dans ce reportage de MyCom pour EcoSoc EcoChoc. Vincent Constantinou est le gérant d'une entreprise d'impression textile. Tu pourras facturer les bons de commande de... Confronté comme beaucoup d'autres à une crise économique sans précédent, aggravée par l'incendie de l'un de ses docks, il a dû se résoudre à licencier plus d'une trentaine de salariés. On a le 14 mai un dock qui a brûlé. Et très rapidement après, il a fallu qu'on fasse un licenciement économique. Au niveau du textile, on a perdu à peu près 80%, entre 70 et 80% de notre chiffre d'affaires. Donc ça a un impact qui est assez fort et qui inquiète les salariés qui nous restent parce qu'ils voient bien que les commandes diminuent, que quand avant on faisait 500 t-shirts pour un client et qu'aujourd'hui on en fait 100, ils se rendent bien compte qu'il y a quand même un souci et donc que le chiffre d'affaires diminue. Du coup là on arrive dans notre atelier textile. Auparavant on était 9 toute l'année dans l'atelier et à la période de rentrée des classes, on montait à une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 dans l'atelier. Et en fait, pour faire fonctionner la machine que vous voyez derrière, il faut 3 personnes. Donc régulièrement, il faut que je me mette en tenue de combat pour venir les aider parce que sinon on n'a personne pour faire tourner la machine, quoi. Repenser l'organisation est nécessaire pour avancer. Mais cela n'efface en rien la difficulté de mettre fin à un contrat de travail, ni la douleur de voir des quotidiens bouleversés. Et dans un contexte déjà fragile, les chefs d'entreprise doivent affronter bien d'autres défis encore. En plus du trouble psychologique et moral qu'on peut avoir face à cette situation, on a des salariés qui d'eux-mêmes décident de partir à cause de la situation qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Et souvent, ce sont des salariés avec des compétences assez élevées et qui sont là depuis longtemps, donc qui connaissent le travail parfaitement et à qui on peut faire confiance. Et nous, on espère vraiment que ça va reprendre rapidement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette impression-là. On a l'impression que tout est en stand-by, on attend et on verra bien. Sauf que nous, financièrement, il faut quand même qu'on arrive à savoir où est-ce qu'on met les pieds, est-ce qu'on investit, est-ce qu'on n'investit pas. Voilà, c'est des questions permanentes qui ne nous permettent pas d'avancer, qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant et qui ne permettent pas à nos salariés de se dire « Ok, je suis en sécurité, je vais pouvoir nourrir ma famille, je vais pouvoir me lever demain matin et je sais que j'ai mon travail qui m'attend ». Quelles que soient nos opinions politiques, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on trouve une solution. L'avenir reste donc incertain pour Vincent et ses salariés, qui tentent de tenir bon malgré les vents contraires. Mais certains, comme Félicia Sourdon, n'ont pas attendu que la tempête passe. À savoir, la météo qu'on lit de cette semaine, il nous annonçait orage, pluie. On a décidé d'ouvrir alors que ce n'était pas prévu aujourd'hui. Ancienne hôtesse de l'air, elle a été licenciée et a choisi de prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est derrière un stand de crêpes qu'elle écrit la suite de son histoire. En fait, au lieu de la voir comme une défaite, un échec où on se remet en question, on doute beaucoup. Pour le coup, moi, je me sens capable aujourd'hui de lâcher complètement le salariat parce que le salariat, pour moi, ça vaut plus grand-chose dans le sens où il n'y a aucune sécurité parce que j'étais en CDI pendant 10 ans. Donc, du coup, je me suis dit que l'entrepreneuriat, c'était aussi possible pour moi. J'apprends, je me dis que je ne vais pas pouvoir tout apprendre en une seule journée, donc j'essaie d'être indulgente avec moi-même.
Et c'est le conseil que j'essaye de donner aux Calédoniens qui sont dans la même situation que moi aujourd'hui, parce que je sais que vous êtes nombreux, notamment mes collègues, mes anciens collègues, et d'autres personnes, d'autres sociétés qui vont mal en Calédonie. Il n'y a pas que Air Calédonie, bien sûr. Et du coup, j'espère que tout le monde va garder la foi, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire tourner le pays, finalement. Parce que si personne n'y croit, on n'y croira plus, et puis après, tout s'effondre. Donc il faut qu'il y ait des gens qui continuent à y croire. Voilà. Malgré un dernier semestre marqué par plus de fermetures que de création d'entreprises, des parcours comme celui de Félicia montrent que certains refusent de baisser les bras. Des choix individuels, parfois isolés, mais porteurs d'un message. Même dans la tourmente, il reste possible de se réinventer. Une façon peut-être de garder espoir dans un avenir qui reste à construire. Se réinventer, c'est une des solutions qui s'offrent aux Calédoniens et aux Calédoniennes. Pour commencer, merci à tous les trois d'être là ce soir. C'est une semaine un petit peu spéciale, il y a la conférence sociale et solidaire, on en parlera un petit peu plus tard. Mais même si je me tourne vers vous, qu'est-ce que ça vous inspire, les situations de Vincent et Félicia ? On est très touchés. De toute façon, le traumatisme, il est là. Vincent en a parlé. Se séparer d'une partie de son personnel pour un chef d'entreprise, c'est toujours difficile. Voir son activité se réduire et avoir du mal à boucler les fins de mois, c'est extrêmement compliqué. Mais le témoignage de cette nouvelle travailleuse indépendante, il est évidemment très touchant, parce que la réalité, c'est qu'elle a raison. Il va falloir miser sur l'initiative individuelle dans les mois, les années qui viennent, en priorité, parce que des emplois, on ne va pas être en capacité d'en produire tout de suite, c'est le problème. Et aujourd'hui, eh bien, il faut passer le trauma et essayer, tant que faire se peut, de se réinventer. Et donc, je suis très touchée par ce témoignage. Alors vous dites que les emplois, on n'arrivera pas à en produire tout de suite. Justement, les chefs d'entreprise, ils sont dans quel état d'esprit actuellement ? Est-ce qu'on va vers une nouvelle vague de licenciements ? Est-ce qu'au contraire, il y a quelques éclaircies ? Est-ce qu'on peut s'attendre à des embauches ? L'année 2024-2025 a déjà vu la disparition de 12 000 emplois dans le secteur privé. Grosso modo, les chiffres concordent. La réalité, c'est que les dispositifs d'aide qui étaient mis en place, et notamment le chômage partiel, ont permis aux entreprises de s'accrocher à un certain nombre d'emplois. Aujourd'hui, malheureusement, on sait qu'avec la fin de ce dispositif, on a presque 30% des entreprises qui maintenaient les salariés dans l'emploi, qui risquent de les licencier, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de les conserver à faute d'activité. Les chiffres qui sont cités ici, moins 80% de chiffre d'affaires, ça n'est pas rare. En réalité, beaucoup de secteurs sont en chute libre, et du coup, la fin de ce dispositif risque effectivement de se suivre par des licenciements additionnels. Derrière, les efforts qu'on fait, c'est d'essayer de conserver au moins à temps partiel les salariés dans l'entreprise, parce que, comme l'a dit Vincent aussi très justement, les compétences, on a peur de les perdre, parce qu'en réalité, on pense aussi que l'activité peut reprendre avec le secteur du BTP d'abord, peut-être le secteur du tourisme qui va redémarrer. Donc on espère conserver les compétences, mais aujourd'hui on voit beaucoup de départs, notamment dans les emplois qualifiés, et ça nous inquiète. Bien. Christopher, le gouvernement a mis sur pied un plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction, le fameux PS2R. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il prévoit pour l'emploi ? Sur l'emploi, il y a plusieurs choses. Donc sur le PS2R, on était sur le précédent gouvernement. Là, on a une vraie volonté d'avancer avec les partenaires sociaux sur plusieurs aspects. Comme l'a dit Mimsi, on a mis en place les dispositifs de chômage partiel, mais de maintenir du chômage partiel, c'est pas la solution. Ça permet de maintenir des compétences au sein des entreprises, mais c'est pas suffisant. Donc on a travaillé depuis maintenant plusieurs semaines sur la suite du chômage partiel, avec une volonté, je crois, partagé par tous, d'avoir un dispositif qui permet du retour vers l'emploi, avec des exonérations de charges patronales notamment, et des charges sociales pour pouvoir faciliter la reprise. On voit que la province Sud a également mis en place des dispositifs de primes à l'embauche. Je crois que c'est quelque chose qui est important de travailler avec l'ensemble des collectivités pour favoriser ça. Et on travaille surtout, et je crois que Mimsi l'a dit, sur une reprise économique. Enfin, sur quelles conditions de reprise économique pour recréer des emplois en Nouvelle-Calédonie. Il y a les travaux publics qui vont débuter, qui ont déjà débuté, et sur lesquels on souhaite vraiment donner de la visibilité au secteur du BTP pour qu'il puisse réembaucher, faciliter les démarches administratives pour que ça aille plus vite. Sur la partie secteur privé, on a mis en place avec la
CCI et l'ensemble là aussi des collectivités un guichet unique de reconstruction pour que ça aille beaucoup plus vite sur les démarches administratives et maintenant que les indemnités d'assurance commencent à tomber. Et enfin, il y a vraiment le modèle économique qu'on souhaite construire pour favoriser de la création de richesses, de la croissance, d'avoir des entreprises qui retrouvent des bénéfices et que ces bénéfices puissent bénéficier à la fois aux actionnaires, très justement, c'est eux qui prennent les risques, mais également aux salariés pour qu'ils puissent être mieux payés et mieux consommer et relancer l'économie calédonienne. Donc c'est vraiment ce pacte de confiance, ce contrat qu'on travaille avec les partenaires sociaux en ce moment pour redynamiser l'économie calédonienne. Alors vous parliez du secteur du BTP, c'est un secteur dont on entend beaucoup parler, c'est vrai que c'est un peu un thermomètre de l'économie calédonienne, ou de toutes les économies en fait. Quand un pays va bien, on a confiance, on investit, donc le secteur du BTP se porte bien, et à l'inverse, quand un pays ne va pas bien, on n'a pas confiance, on n'investit pas, on garde son argent, et donc le secteur de BTP n'a pas beaucoup de contrats. Et c'est vrai que pendant, du moins après les émeutes, on a cru que le secteur du BTP redécollerait parce qu'il y avait beaucoup de bâtiments à reconstruire, tout simplement. Les pouvoirs publics ont annoncé aussi beaucoup d'appels d'offres qui allaient arriver, mais pourtant on est presque un an après et on voit bien que c'est pas le cas, il n'y a pas beaucoup de travail sur le terrain et les entreprises du BTP ferment les unes après les autres. Aujourd'hui, on en est où sur cette situation ? Est-ce que les appels d'offres vont vraiment être lancés ? Ça a pris beaucoup trop de temps. On a vécu à la fois une chute du gouvernement au niveau national et une chute du gouvernement au niveau local qui a pénalisé le fait qu'on puisse relancer la machine. Aujourd'hui, les appels d'offres au niveau public sont lancés sur la quasi-totalité des collectivités. Le gouvernement a pris également du retard et on prend notre part sur cette partie. Il y a eu beaucoup de retard sur les indemnités d'assurance, pas forcément toujours du fait des assurances, mais du fait qu'il y a eu des expertises qui ont été longues à mettre en œuvre. Et donc sur ça, c'est parti. Ça commence. On voit que ça commence à repartir. Ensuite, c'est bien de toucher une indemnité d'assurance, mais on doit convaincre le chef d'entreprise qui a vu le fruit d'une vie de travail partir en cendres de faire le choix du réinvestissement. Et donc, c'est dans quelles conditions on lui permet de réinvestir. Je parlais tout à l'heure de la simplification administrative pour permettre cette reconstruction. C'est un point important. Quel gage de confiance, quel modèle fiscal on lui donne pour repartir ? Est-ce qu'il est incitatif ? Il faut qu'il soit incitatif. Moi, je salue le travail qui a été fait par les organisations patronales également au niveau national pour obtenir de la défiscalisation sur les bâtiments qui ont brûlé. C'est le travail en commun qu'on mène qui porte au niveau de l'État. On fera la même chose au niveau local pour avoir un appui supplémentaire. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas brûlé. Et parfois, on ne parle pas d'eux. C'est parce qu'il y a ceux qui ont brûlé, qui ont vécu un véritable traumatisme, et ceux qui n'ont pas brûlé, qui vivent une baisse de leur chiffre d'affaires extrêmement important, sur lequel il faut être à leur côté, il faut qu'on soit sur des mesures de soutien, et ça, on y travaille. On a voulu aider la catégorie des très petites entreprises et des patentés dans le secteur du bâtiment en élargissant très largement la niche sur les travaux des particuliers pour ça. On voit que ça reprend, on voit que ça marche, on voit que les Calédoniens ont envie encore d'investir en Nouvelle-Calédonie, mais il faut leur donner ce petit pouce. Comme Mimsi, moi, le témoignage de Félicia, je crois sur le prénom, m'a beaucoup touché parce que c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour véritablement pour ce genre de témoignage de gens qui y croient, des gens qui avancent, qui osent se réinventer. Et on a le devoir, et on essaye de le faire tous les jours, d'être à leur côté pour se réinventer et pour que la Nouvelle-Calédonie, elle avance. Mélanie Tapo, de votre côté, quels sont vos constats au niveau de vos membres ? Quelles sont les problématiques les plus récurrentes qu'ils rencontrent actuellement en matière d'emploi ? Donc, il faut dire qu'au niveau de la population, de nos salariés adhérents, on a beaucoup de centaines d'adhérents qui ont perdu leurs emplois depuis le 13 mai. Et notre quotidien est chargé de plans sociaux, d'accompagnement. Et donc, on est face directement à la détresse sociale de nos gens, des travailleurs qui avaient une longue carrière et qui, du jour au lendemain, on voit leur boulot détruit. Donc, c'est pas évident aussi pour nous, mais on est en responsabilité. Et
Je profite aussi que la représentante du monde patronal est là pour aussi tirer la sonnette d'alarme, parce que dans les licenciements qu'on doit accompagner, on voit aussi qu'on ressent ça comme une certaine discrimination, parce qu'il y a des licenciements à l'envolée comme ça, qui se font au téléphone, dans des conditions qui sont hors réglementation. Et on a aussi cette attitude revancharde qu'on avait justement, sur laquelle on avait tiré la sonnette d'alarme 15 jours après les événements du 13 mai, où on assiste à des licenciements anti-Kanak. Il faut rappeler ça. Et donc, on avait tiré la sonnette d'alarme, on a eu l'occasion d'en discuter au sein du CDS, mais on constate que ça continue. Donc, si on s'inscrit, j'entends M. Gigès, si on s'inscrit de mettre en place, de créer les conditions pour inciter les investisseurs dans la relance économique, et que ça profite aussi notamment à la Calédonie et à la population de travailleurs, j'entends bien ça. Mais après, il faut aussi qu'il y ait une démarche sincère aussi du monde économique. Même si, est-ce que vous voulez un peu plus d'humanité. Mimsi Délé ? Oui. Très clairement, le procès en discrimination, on ne peut pas l'entendre. Quand on sait qu'il y a 12 000 emplois qui ont été détruits, et on a partagé les chiffres, ça concerne tout le monde en fait. Ça concerne effectivement des Kanaks, ça concerne des Wallisiens, ça concerne des Européens, ça concerne des Asiatiques, ça concerne toute la Calédonie. Je rappelle qu'une procédure de licenciement économique, elle est encadrée par le droit du travail. On ne peut absolument pas discriminer un salarié plus qu'un autre. Ça dépend de critères qui sont fixés par le droit du travail et qui sont scrupuleusement appliqués. Je rappelle aussi que sur les dernières années, le rééquilibrage en faveur de l'emploi, et on nie pas le fait que la population kanak, le taux d'emploi, il y a une trentaine d'années, était bas, mais les entreprises et le développement économique a aussi profité à toutes les communautés, et en particulier la communauté kanak. Les entreprises ont joué ce jeu. On a une progression du taux d'emploi, notamment dans cette communauté, qui a été énorme. Et même sur les années précédentes, alors que la crise avait déjà commencé, moi je prends les chiffres de l'ISEE, entre 2020 et 2022, on a plus 3700 actifs Kanak en plus, là où dans les autres communautés, on en a plus de 180. Donc à un moment, on a eu aussi un rééquilibrage. On peut débattre du fait que ça n'est pas suffisant et qu'il faut continuer, et notamment en travaillant sur la formation et la qualification, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a 750 postes disponibles, par exemple en province sud, il y a 9500 demandeurs d'emploi. Ça concerne tout le monde, Madame Matapo, ça ne concerne pas qu'une communauté, et les entreprises, elles auront, le jour où elles voudront recruter, eh bien, elles recruteront eh bien, les personnes qui sont qualifiées pour les postes qu'elles sont en capacité d'offrir. Donc non, la discrimination, je ne peux pas véritablement l'entendre, surtout à cette échelle de destruction de l'emploi. C'est nier la souffrance de toutes les communautés qui sont touchées par cette crise. Christopher Gigès, vous souhaitiez réagir ? Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui a été dit dans le reportage tout à l'heure par le gérant de l'entreprise. Ça touche, ces licenciements, toutes les sensibilités politiques de Nouvelle-Calédonie. Tout le monde est touché aujourd'hui par la crise qu'on connaît. Et j'ai eu l'occasion de le dire à un représentant de l'USTKE, et on en débat en plus assez sereinement et assez calmement au cours de ces dernières semaines. Moi, j'ai toujours condamné le fait qu'il y avait de la discrimination à l'embauche, peu importe la couleur de peau qu'on pouvait avoir et la sensibilité politique. Mais par contre, il n'y a aucune idéologie, aucune raison qui justifie de brûler une entreprise, ou de brûler une médiathèque, ou de brûler des biens publics. Et j'attendais et j'attends vraiment qu'il y ait une condamnation ferme de la part des organisations patronales et des organisations de salariés sur le fait qu'il y ait eu ces crimes qui ont été réalisés et qui ont détruit plus de 11 000 emplois en Nouvelle-Calédonie. C'est ça la réalité. C'est 11 000 emplois qui ont été détruits parce qu'il y a des entreprises qui ont été brûlées. Et j'ai l'occasion de voir beaucoup de personnes en ce moment. Leur problématique, c'est pas de savoir, certains si, mais de savoir si on va rester français, si on va faire Kanaki ou pas. C'est comment on va finir la fin du mois qui arrive de plus en plus tôt en ce moment. Et c'est pour ça qu'on travaille. C'est-à-dire que pour redonner de l'emploi à ces personnes, peu importe leur sensibilité politique, on est dans ce travail-là, mais je crois que la condamnation de ce qui s'est passé par l'ensemble des organisations de salariés est quelque chose d'extrêmement important. Mélanie Tapo.
J'entends ce que dit Mme Dali et M. Gigès. Bien entendu que toute la population calédonienne est touchée aujourd'hui. Mais nous, la réalité qu'on vit en tant que syndicat, c'est celle que je viens de décrire. Tous les jours, on assiste à des licenciements qui sont majoritairement Kanaks. Et donc, dans la destruction des emplois, il y a quand même, il faut dire, il y a 57% de Kanaks qui ont perdu leurs emplois. Il y a eu des accords de rééquilibrage quand même depuis 88, notamment sur les politiques publiques qui devaient justement mettre en place des politiques de formation pour faciliter l'accès à l'emploi des Kanaks, faciliter la montée en compétences. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Moi, je veux dire, nous, l'USCKE, on a toujours eu cette politique de défendre l'outil du travail, de ne pas saccager l'outil de travail. Donc forcément, il y a eu la révolte du 13 mai, mais aussi, il faut partir de là. Derrière ce qu'on appelle cette révolte insurrectionnelle, c'est aussi une révolte sociale. C'est aussi l'écho d'une population qui a vécu dans la précarité. Il y avait des indicateurs qui étaient là. Je veux dire, hier, on entendait les chiffres au niveau de M. Samuel Nepehun qui disait que c'est 600 à 800 jeunes qui sortent qui sont en décrochage scolaire tous les ans. Ce sont des indicateurs. Ça ne date pas depuis le 13 mai, ces chiffres-là. Il y a aussi une population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est pas depuis le 13 mai. Il y a aussi 99% de la population carcérale, c'est la jeunesse kanak. Ça ne date pas depuis le 13 mai. Les inégalités, elles se sont creusées au fur et à mesure. Et c'est ça qui a conduit aussi au 13 mai. Bien entendu qu'on est tous affectés par la destruction des sociétés, puisque derrière, ce sont des emplois, ce sont aussi nos adhérents. Je voulais clarifier ça, bien entendu que... Est-ce que vous souhaitez réagir juste? On recentre sur l'emploi. Oui, on va recentrer sur l'emploi, mais et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que aucune raison politique ni sociale ne justifie ce qui s'est passé. Aucune. J'entends qu'il y avait des problèmes sociétaux, j'entends qu'il y a des jeunes qui restent sur le bord de la route parce que peut-être qu'il y a une inadéquation entre le système éducatif qui est pratiqué aujourd'hui, le système de formation ou même des loupés qui ont été faits dans l'accord de Nouméa. Mais je le dis, quand on brûle une médiathèque, quand on brûle une entreprise, quand on brûle des terrains de sport, rien ne peut justifier ça. Et en tout cas... on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Je dis pas le contraire. Je dis juste aujourd'hui qu'on a eu au cours de ces derniers jours, et on est en pleine conférence économique, fiscale et sociale avec les partenaires sociaux, on voit l'état de nos comptes sociaux, on voit l'état du régime retraite, on voit l'état du RUAM, on voit tous ces régimes qui profitent généralement aux plus fragiles. Et Mme Acapo évoquait tout à l'heure le seuil de pauvreté. C'est ces gens-là qui aujourd'hui ont un risque parce que les régimes sont à un risque de faillite. Et on a cette responsabilité commune, et je crois qu'au cours de cette conférence, on a ce terme de responsabilité qui est beaucoup ressorti pour sortir de notre idéologie propre, de dire que la Nouvelle-Calédonie, elle mérite mieux que ça. La Nouvelle-Calédonie, elle a cette capacité à se reconstruire si on est en capacité de mettre en place les dispositifs qu'on sortira à l'issue de cette conférence. Enfin, en tout cas, moi, comme disait la jeune entrepreneuse, moi j'y crois. Voilà, aussi. On parle beaucoup de responsabilité, on fait beaucoup de constats et c'est très bien, mais l'idée c'est aussi de répondre aux besoins des gens actuellement, et notamment les gens qui ont perdu leur emploi ou qui vont plus toucher le chômage à partir de juillet. Aujourd'hui, quelles solutions on a, et notamment, je me tourne vers vous, Mimi Sidélé, par rapport aux entreprises, quels sont les leviers pour que les entreprises réembauchent? Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, et je reviens sur les chiffres des demandeurs d'emploi et des offres d'emploi, c'est que les offres d'emploi qui sont actuellement sur le marché sont tournées notamment vers des profils assez qualifiés. C'est un constat qui est partagé avec la DTEFP. Et les demandeurs d'emploi, eux, en grande majorité, sont non qualifiés aujourd'hui. Donc notre problématique, c'est comment on va pouvoir actionner les leviers pour recréer de l'emploi ou reproposer de l'emploi à ces populations-là. Il y en a plusieurs. Effectivement, il y a la reprise, et on l'a évoqué tout à l'heure,
l'heure, de certains secteurs comme le BTP, le tourisme, qui apportaient un certain nombre d'emplois, notamment à des populations peu qualifiées. On va aussi devoir aujourd'hui, et ça c'est un principe de réalité, se tourner vers notre zone géographique immédiate et proposer des parcours en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique, et à un moment peut-être aussi se tourner vers des emplois dans la zone. Par exemple, le Vanuatu le fait très bien avec les programmes australiens PALM, par exemple, avec des emplois dans l'agriculture ou sur mine. On a également les Vanuatais sont également embauchés sur les bateaux de croisière pour des durées limitées dans l'année, ce qui leur permet de travailler, de revenir ensuite au pays et puis avec un certain pouvoir d'achat. Je pense qu'il faut écarter aujourd'hui aucune solution parce que la réalité, c'est que le tissu économique calédonien ne sera pas en capacité demain de reproposer le même nombre d'emplois que ceux qui ont été détruits. L'économie a chuté de l'ordre de 20% et à un moment donné, on ne sera pas en capacité de reproposer tous ces emplois. Il va falloir développer des nouvelles filières, des filières agricoles, des filières dans la transition énergétique, le photovoltaïque, sont pourvoyeuses d'emplois. Et enfin, l'initiative individuelle. On en a parlé, il y a eu cet exemple de cette jeune femme, mais l'initiative individuelle, que ce soit dans le Grand Nouméa, mais aussi en tribu, ça va être vecteur d'emploi. Et il y a des initiatives très courageuses pour développer sur la zone de Thio, de Canala, des initiatives dans l'artisanat, le tourisme, pour essayer de recréer de l'activité. Il faut les encourager, il faut les accompagner, parce que la réalité, c'est que demain, la plupart des emplois créés, ils viendront probablement d'une initiative individuelle et personnelle et plus du circuit traditionnel de l'entreprise qui, malheureusement, a été très largement détruit. Vous parliez un petit peu plus tôt dans l'émission de la fuite de certains emplois qualifiés, de certaines compétences plutôt. Au niveau des emplois qualifiés, est-ce qu'il faudrait, selon vous, faire sauter l'emploi local ? Est-ce qu'il faut ouvrir ? Oui, dans certains cas, en fait, quand la tension est trop forte et qu'on ne trouve pas la compétence, on le voit par exemple dans le domaine médical, il va falloir évidemment recruter. Moi, je rappelle quand même que faire venir quelqu'un de compétent dans une entreprise, c'est aussi participer au développement de cette entreprise, c'est aussi participer à la transmission des savoirs. C'est permettre aussi la formation d'autres membres de cette entreprise et puis par émulation, finalement, faire progresser l'ensemble de la société. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le débat doit être mis sur la table, sur l'emploi local, bien évidemment, parce qu'on est en pénurie grave sur certaines ressources qui sont fondamentales. J'ai cité le secteur de la santé, mais il y en a d'autres. Et que la qualification et la formation, ça peut prendre plusieurs années avant d'être acquis. Donc, en revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur la valorisation des acquis d'expérience en Nouvelle-Calédonie, sur relancer les parcours d'apprentissage en entreprise, et les entrepreneurs y sont favorables. C'est aussi, évidemment, mieux calibrer les investissements qu'on met sur la formation vers les secteurs d'avenir. Malheureusement, on a formé, et c'est un constat qui est relativement partagé, beaucoup de gens sont qualifiés, mais dans des domaines qui finalement sont peu porteurs d'emploi. Donc aujourd'hui, on a un besoin de recentrage des budgets de formation sur les secteurs d'avenir, et c'est à ce prix-là qu'on relancera durablement la machine. Mélanie Atapo, quelle est votre position justement sur l'emploi local ? Justement, vous savez que pour l'UCKE, l'emploi local, le rééquilibrage, ce sont nos deux axes revendicatifs. On entend aujourd'hui que le texte sur l'emploi local, il contraint justement l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie en matière d'emploi, parce que les compétences techniques dont a besoin le pays, notamment on voit là pour les médecins, là, ne sont pas au rendez-vous. On est d'accord là-dessus que sur les métiers très techniques qui ne sont pas présents ici, et bien sûr qu'il faut faire venir avec le dispositif de l'accord local. Mais après, sur les conjoints, bien entendu aussi, qu'on dit que voilà, il faut aussi prendre en considération les conjoints, mais oui, si cette personne elle a une compétence technique aussi, et puis qu'elle peut servir aussi au pays, pourquoi pas. Mais je veux dire, si c'est un conjoint, une compagne, un compagnon qui vient ici pour prendre un boulot de caissière, non, l'UCKE n'est pas favorable à ça. On a été clair là-dessus. Donc après, quand on dit compétences techniques qui viennent de l'extérieur, il faut aussi qu'elles soient là et qu'il y ait un processus de formation et qu'elles soient là de manière temporaire et après qu'elles repartent. Parce que quand on parle d'emploi local, on parle aussi on parle de la population calédonienne en général, de ceux qui sont nés ici. Nous, le rééquilibrage, c'est uniquement sur
même si ça semble être de la discrimination du point de vue du regard extérieur. Mais le rééquilibrage, c'est notamment sur les Kanaks, et l'UCKE en fait son cheval de bataille depuis 1981. Christopher Gigès, qu'est-ce que prévoit le gouvernement? Est-ce qu'une levée momentanée des mesures sur l'emploi local est possible et prévue? C'est des mesures qui se discutent actuellement lors de la conférence, donc je vais pas. Enfin, j'ai promis aux partenaires sociaux qu'on communiquerait ensemble et quand ils seraient revenus vers leur base pour acter un certain nombre de mesures. Donc je tiens à tenir cet engagement, mais moi je vais vous donner mon sentiment personnel sur l'emploi local. Je suis né ici, donc je bénéficierai de l'emploi local si je le fais. J'ai toujours été contre. Parce que je trouve que c'est sous-valoriser les Calédoniens et dire qu'on a besoin des mesures de protection pour avoir un emploi. Et j'ai toujours considéré que les entreprises, si elles trouvent ici, elles prennent ici. Mais au final, on n'est même pas dans ce débat-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on facilite, il faut qu'on améliore. Et Mimsi et Mélanie l'ont dit également. Mais aujourd'hui, on est plus dans une situation où il faut qu'on empêche les Calédoniens de partir de Nouvelle-Calédonie. C'est ça la première des choses qu'on a aujourd'hui, c'est de remettre les conditions pour que les Calédoniens retrouvent confiance et qu'ils restent en Nouvelle-Calédonie et que les compétences restent en Nouvelle-Calédonie. Et donc, véritablement, c'est ce travail qu'on doit mener. On l'a déjà annoncé plusieurs fois, mais aujourd'hui, on a une enveloppe qui est affectée par l'État, qui est sur le chômage. Je crois qu'on a partagé avec les partenaires sociaux que c'était extrêmement restrictif comme terme d'enveloppe. En fait, on souhaite mettre en place une enveloppe qui est destinée à l'emploi et à la reconversion et à la formation. Je parlais tout à l'heure d'un dispositif qui permet aux Calédoniens de retrouver de l'emploi, que les entreprises puissent réembaucher à travers des dispositifs notamment de baisse de charges sociales, mais également des mécanismes pour renforcer le budget de l'alternance. Et je crois que c'est quelque chose qui est cher aux partenaires sociaux, aux chambres consulaires, et le dispositif d'alternance est un bon dispositif où on a eu des coupes budgétaires qui ont été nécessaires parce que le budget de la Calédonie était contraint, mais je souhaite et en lien avec Samuel Népéoun qui est en charge du secteur, qu'on puisse rehausser cette enveloppe à travers une décision modificative qui interviendra dans les prochains jours, mettre en place des dispositifs de reconversion flash avec des formations qui sont rapide parce qu'une personne qui est compétente dans un emploi et finalement on se trouve dans la situation que cet emploi il n'y en a plus en Nouvelle-Calédonie. On va faire quoi? On va attendre que cette personne reste au chômage à 66% du SMG? Non, il faut qu'on l'accompagne sur un dispositif de reconversion rapide et que cette personne puisse retrouver un emploi. Et ça va partir de là. C'est ça qui va recréer de la confiance, qui va recréer de la croissance et qui nous permettra d'avancer in fine. Certains, comme Félicia, qu'on a vu un petit peu plus tôt dans le reportage, choisissent de se réinventer, de lancer leur entreprise. Oui, ça fait partie de ça. Pardon. Je parlais de la reconversion, mais la reconversion pour moi, c'est soit au niveau du salariat, parce qu'il y a des personnes qui peuvent retrouver ça, mais on a cet esprit pionnier encore en Nouvelle-Calédonie de gens qui y croient, des gens qui veulent investir, des gens qui n'hésitent pas à entreprendre. Et si une personne qui est salariée décide de se réinventer au niveau de l'entrepreneuriat, que ça soit, et on a vu des exemples sur la Grande Terre de personnes ou dans les îles qui sont retournées, qui ont monté leur entreprise. Ça crée de la richesse, ça crée de la valeur. Et ces personnes-là, en lien avec les provinces, on doit les accompagner. Mais justement, est-ce que c'est le bon moment pour lancer sa boîte? Parce que c'est sûr que la consommation n'est pas non plus au beau fixe, le pouvoir d'achat est bas. Et donc, si on lance quelque chose, on peut risquer presque de perdre de l'argent, finalement. Vous savez, on a beaucoup de baisses de recettes fiscales, on le voit, ça a été compensé avec le prêt accordé par l'État. Mais il y a un impôt qui n'a pas trop bougé, c'est la TGC, qui a bougé à la marge, qui est un impôt sur la consommation. Donc la consommation, elle est encore là. Il y a des gens qui consomment encore en Nouvelle-Calédonie. C'est pas comme ça a pu l'être par le passé, mais d'avoir ces initiatives parce qu'on a beaucoup de Calédoniens qui sont dans l'attente de voir ce qui va se passer. Ils regardent, est-ce qu'on reconstruit, est-ce qu'on consomme, et d'avoir des initiatives individuelles de reconstruction de la société, d'investissement sur sa maison, d'avoir des personnes qui montent leur boîte, ça participe à recréer ce dynamisme et à faire que la Nouvelle-Calédonie elle reparte. Ensuite, il faut... Vous parliez de la TGC, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la TGC? Beaucoup de Calédoniens
peuvent ne pas savoir comment ça fonctionne. La TGC, c'est la taxe sur la consommation qui est payée par... chaque achat qu'on fait, il y a de la TGC dessus, qui est beaucoup trop compliquée à mon sens, mais c'est quelque chose qu'on aborde aujourd'hui dans le cadre de la conférence. Mais donc c'est une taxe à assiette très large sur la consommation. Avec différents taux. Avec différents taux. Est-ce que ça risque pas d'impacter, est-ce que ça n'impacte pas justement le pouvoir d'achat des ménages de rajouter de la TGC ? J'ai pas dit qu'il fallait rajouter de la TGC. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait baisser la pression fiscale. Donc, et que c'est pas en baissant la pression fiscale qu'on avait moins de rendement. Au contraire, parfois, et on l'a vu dans certains cas, quand on met moins de pression fiscale, on a plus de rendement parce qu'il y a plus d'activité. Parfois, on met trop de pression fiscale et finalement, ça étouffe l'initiative ou trop de charges sur le travail et ça étouffe l'emploi. Et donc, il faut trouver ce juste milieu. Et c'est ça qu'on discute au cours de cette conférence. Et je crois qu'il est... Et je le redis parce que j'y crois sincèrement, on l'aborde depuis maintenant 3 jours, sans idéologie, avec une grande responsabilité, parce qu'on n'a pas le choix de faire évoluer notre modèle. Et chacun connaît ma sensibilité politique au niveau institutionnel, mais je l'ai dit en ouverture de la conférence, je crois qu'il faut qu'on arrête de faire du copier-coller avec le national. Et le copier, je vais avoir des problèmes. Je suis félicité par le CKE, mais plus sincèrement, le copier-coller avec le national, ça ne marche pas. L'empilement de normes, l'empilement de taxes, le fait qu'on mette un système qui correspond à un pays de 70 millions d'habitants, alors qu'on est une île de 270 000 personnes au milieu du Pacifique, oui, ça impose du travail. Ça a été facile pendant des années de faire du copier-coller. Là, il faut qu'on se mette au travail, qu'on dise c'est quoi nos filières d'avenir, c'est quoi notre modèle fiscal, c'est quoi notre modèle social, et je suis convaincu qu'on sera bien meilleur qu'avant. Mélanie Attapo, j'ai l'impression que c'est une proposition qui rejoint tout le monde. Oui, vous savez que le CKE, nous, on est pour une société plus juste et égalitaire, donc nous avons une vision socialiste de la société. Et donc, moi, c'est pas exactement ça ce que j'ai dit. Repenser notre économie. Je pense que depuis le 13 mai, le pari d'intelligence nous est donné à chacun de nous. Et je rejoins M. Gigès quand il dit comme ça qu'on est en responsabilité aujourd'hui par rapport aux populations que nous représentons. C'est de s'inscrire dans le pari d'intelligence pour ne plus faire du copier-coller avec ce qui se fait ailleurs, en France, mais repenser notre économie, innover. Et donc, ce qui veut dire aussi que, et je pense que je vais faire grincer des dents Madame Dali, c'est de dire qu'il ne faut plus qu'on s'inscrive dans l'économie de comptoir, si je puis me permettre de dire les choses comme ça. Il faut que, oui, parce que j'entends là, voilà, il faut créer les conditions pour redonner confiance aux investisseurs afin de relancer l'économie. Mais je pense que, voilà, il faut innover, il ne faut plus favoriser le système libéral qui voit depuis des années. Je veux dire, là, M. Gigès, il parle de fiscalité. J'espère qu'au sortir de cette conférence sociale et fiscale qui va donner une trajectoire sur laquelle, qui va aussi donner des axes de travail sur lesquels on va se retrouver, qu'on va taxer les plus fortunés, qu'on va aussi mettre en place des taxes dissuasives face aux évasions des capitaux. Parce qu'il faudrait à un moment donné aussi des retombées financières pour le pays, pour éviter d'être toujours tributaire de l'aide nationale. La conférence sociale et fiscale, on en parle dans un instant. Peut-être une réaction, Mimi Sidélé, par rapport à ce que disait Mélanie Attapo ? Oui, je crois que tout n'est pas qu'une question d'argent et c'est assez curieux finalement que vous évoquiez ce sujet-là parce que en réalité, si on se place au niveau de l'initiative individuelle, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur ? C'est quelqu'un qui va essayer de trouver une idée, va se lever le matin, va aller travailler toute la journée. C'est beaucoup de travail, on va être très clair, et qui va essayer de développer sa petite activité. Aujourd'hui, le système, il s'adapte rapidement. Par exemple, je prends l'exemple des marchés communaux qui sont en train de se développer partout en Nouvelle-Calédonie en matière agricole. L'idée, c'est de favoriser les circuits courts, c'est d'être au plus près des producteurs et de permettre, et d'ailleurs, ces marchés rencontrent énormément
de succès, absolument. En revanche, un des constats qu'on fait quand même, et on parlait tout à l'heure de rééquilibrage, c'est que l'économie en terre coutumière en Nouvelle-Calédonie, c'est aujourd'hui 1% de la création de valeur sur ce territoire. Si on se compare par exemple à la Nouvelle-Zélande et à l'économie en terre coutumière maori qui représente 15% de la création de valeur de la Nouvelle-Zélande, eh bien, il faut se demander comment est-ce qu'on peut libérer les initiatives en terre coutumière. Il y a des moyens qui existent, l'ADIE en propose, il y a des parcours de formation qui existent. Et à un moment donné, il va falloir aussi qu'on réfléchisse collectivement aux façons d'encourager la jeunesse à investir l'entrepreneuriat en terre coutumière, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on aura loupé effectivement un virage important. Mais je rappelle, c'est une initiative individuelle, ça n'est pas qu'une question de moyens. Un entrepreneur, c'est parfois quelqu'un qui s'est fait tout seul, avec très très peu au départ. J'en profite rapidement parce que vous parlez de rééquilibrage. Mélanie Atapo, tout à l'heure, vous disiez que les résultats ne sont pas au rendez-vous en termes de rééquilibrage en matière d'emploi. Mimsi Délé, est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Non, je ne peux pas tout à fait le partager. Je dis que le chemin n'est pas fini. Mais on est passé en 1996 d'un taux d'emploi pour la population kanak de 35%, qui était effectivement très faible, à 52% aujourd'hui. C'est la plus forte progression en matière de taux d'emploi entre les communautés. Aujourd'hui, la moyenne en Nouvelle-Calédonie, c'est 58% le taux d'emploi. Alors c'est globalement assez faible. Il faut aller plus loin, et notamment, effectivement, en matière de rééquilibrage, mais une grosse partie du chemin a déjà été faite en réalité. Maintenant, les constats s'imposent aussi. On a un système de formation qui est probablement à revoir, qui doit valoriser davantage les parcours professionnels et ceux probablement dès le plus jeune âge, enfin en tout cas plus tôt dans le parcours scolaire, tout en gardant aussi l'importance de donner des acquis fondamentaux. Aujourd'hui, dans les entreprises, on a 20% d'illettrisme. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable et qui, évidemment, freine l'évolution et les parcours. Donc, il faut que notre système éducatif permette à tous les jeunes Calédoniens de maîtriser la lecture, l'écriture, les mathématiques, c'est des savoirs fondamentaux. Mais ensuite, il faut aussi peut-être leur proposer plus rapidement, au sein de leur parcours scolaire, la possibilité de se qualifier dans l'artisanat, dans des métiers plus techniques, dont la Nouvelle-Calédonie, en plus, a besoin. C'est la réalité. Donc, on a de l'espoir dans le domaine, il y a du potentiel, et je me retourne vers Madame Atapo et on partage ce constat. Il faut faire évoluer notre système éducatif dans ce sens. Dans un instant, Mélanie Atapo, je vous voyais approuver, donc j'ai l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, et ça c'est positif. Oui, bien entendu. Je rejoins ce que Mme Dali dit, c'est que, je veux dire, quand on parle d'emploi, on parle de formation, et donc on parle de formation initiale, parce que voilà, aujourd'hui, on va au bout de la chaîne pour parler de la formation en alternance, de l'apprentissage, alors que la formation initiale, elle a tout son rôle à jouer pleinement, et on voit bien là que aussi les résultats attendus de ce côté-là ne sont pas au rendez-vous. 600 à 800 jeunes qui décrochent tous les ans, mais ils sont en déshérence dans la nature et ils se retrouvent dans des formes de délinquance qui les amènent à l'incarcération. Donc, à un moment donné aussi, il faut qu'on se pose avec Madame Chamorro, justement, sur, pas un séminaire comme ça a été fait au sortir du PS2R, là, sur un jour, mais qu'on fasse un bilan du système éducatif calédonien, le PEC, et puis qu'on réajuste la politique publique, parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui décrochent, je remets l'accent dessus, ce sont les jeunes Kanaks qui sont en décrochage scolaire. Très rapidement, parce que l'émission est sur l'emploi, mais vous parlez de décrochage scolaire. Est-ce que ce n'est pas un problème qui est multifactoriel, qui vient peut-être de la manière dont on éduque, mais qui vient aussi peut-être de certaines pressions familiales, par exemple, ou d'autres facteurs comme ça? Bien sûr que c'est des problèmes multifactoriels, puisque voilà, il y a les problèmes de famille, parce que la famille, c'est le premier milieu de socialisation. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles qui vivent dans la précarité, et dans la préoccupation majeure, c'est de se demander qu'est-ce que je mets à table le matin, midi et soir, et donc pas forcément la réussite scolaire. Bien sûr que ça engage d'autres facteurs quand on parle de formation initiale. Le temps file. J'aimerais vous entendre sur la conférence sociale et fiscale. En quelques mots, Christopher Gigès, quel est l'objectif de cet événement ? L'objectif de cet événement, c'est quelque chose qui est lancé depuis maintenant quelques semaines. On a voulu travailler tous ensemble sur la question du pouvoir d'achat des Calédoniens. Donc on a abordé beaucoup de sujets sur les produits de première nécessité, grande consommation. Et le premier moyen
moyen d'améliorer le pouvoir d'achat des Calédoniens, c'est l'emploi. C'est l'emploi et les salaires. Et donc, ça s'inscrit dans ça, comment on a vraiment ce modèle qui se construit pour l'avenir. Et Madame Atapo parlait tout à l'heure sur la partie... Atapo, pardon. Atapo. Excusez-moi, j'ai fourché. Mais sur la partie économie de comptoir. Je pense que je me suis pas fait des copains ces derniers jours, et je pense que je vais pas continuer à m'en faire dans les prochains quand on lance un audit sur les protections de marché. Sujet qui a été quand même bien mis la poussière sous le tapis pendant des longues années. Il faut soutenir l'industrie locale, mais il ne faut pas que ça pénalise le consommateur plus que ça doit être. Et ça, je crois qu'on le partage sur ce qu'il faut réformer. J'aurai l'occasion de communiquer dans les prochains jours sur la structure des marges de la grande distribution également. Mais je crois que le modèle, que ça soit libéral, enfin, peu importe finalement le terme qu'on utilise, moi je souhaite qu'il y ait des entreprises en Nouvelle-Calédonie qui gagnent de l'argent, qui fassent des profits et qui fassent vraiment des bénéfices, mais qui soient installées en Nouvelle-Calédonie et que ces entreprises payent mieux leurs salariés. Et que la richesse qui est créée, et j'insiste sur le mot créée, soit mieux redistribuée à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est aussi l'objet de la conférence. Et on en a discuté tout l'après-midi, de savoir comment on était en capacité de retrouver ces entreprises qui gagnent de l'argent et qui puissent augmenter les salaires à l'intérieur de l'entreprise ou d'améliorer les dispositifs d'intéressement qui sont mis en place. Par contre, les entreprises qui sont à l'extérieur, moi j'ai aucun problème à réviser la convention franco-calédonienne pour qu'il y ait de l'argent qui part en métropole. Je préfère qu'il reste ici. D'avoir des entreprises qui ne sont pas installées en Nouvelle-Calédonie et qui font des prestations et qui ne sont pas taxées, j'ai aucun problème à mettre en place des taxes. Par contre, je suis pour les entreprises qui sont installées localement, de leur simplifier la vie au niveau administratif, de leur baisser la pression fiscale pour qu'elles puissent investir et que ça soit mieux redistribué à l'intérieur au sein de l'entreprise. C'est ça le modèle, que ça soit libéral, pas libéral, peu importe. Je veux juste que ça soit pragmatique, des entreprises qui gagnent de l'argent et des salariés qui soient mieux payés. C'est peut-être très simple, mais en tout cas, c'est l'objectif qu'on tient dans cette conférence. Enfin, alors c'est mon objectif. Je reviens sur cette conférence. On a l'impression que les partenaires se réunissent beaucoup, que ça discute beaucoup, et c'est super de discuter. Mais concrètement, est-ce que... C'est très important, effectivement. Concrètement, quelles mesures vont en sortir? Je sais que vous êtes tenu au secret, mais est-ce que les Calédoniens, ça va leur servir à quelque chose? Oui. Je voudrais rebondir sur les propos de M. Gigès, parce que quand il dit, moi ça me choque, quand il dit qu'il soit libéral ou pas libéral, il faut qu'il y ait des solutions pragmatiques qui sortent, parce qu'aujourd'hui, il y a la situation d'urgence, qui nous amène justement à faire preuve de pragmatisme et de réactivité. Mais moi, quand on dit système libéral, forcément, c'est au profit du capital et pas au profit du social. Donc voilà, moi, ça m'interpelle. Moi, j'entends quand on dit que voilà, des exonérations sont faites, la défiscalisation sont faites pour soutenir les investisseurs et puis pour relancer l'économie. Ça m'interpelle également parce que j'entends, mais après, la contrepartie, il faut quand même qu'il y ait de la création d'emplois. Toujours. Il y a de la création d'emplois parce que ce que nous, on attend de cette conférence sociale et fiscale, c'est que voilà, ça s'inscrit sur une trajectoire parce que, je veux dire, aujourd'hui, cette conférence sociale et fiscale, elle s'inscrit aussi dans le train des réformes qu'on doit, et je me tourne vers les politiques, que la classe politique calédonienne doit faire depuis très longtemps. Et qu'aujourd'hui, depuis le 13 mai, voilà, on est à marche forcée pour les faire. C'est dommage. Mais j'espère qu'au sortir de là, ce train de réforme va répondre aussi aux inégalités sociales. Parce que c'est ça aussi qui a amené au 13 mai. Oui, je pense que cette crise, elle nous a collectivement appris de façon très brutale à quoi servait une entreprise en réalité. Quand j'entends, on a cru au début peut-être attaquer les chefs d'entreprise, mais la destruction de l'entreprise, c'était la destruction des emplois, bien sûr, ça n'a peut-être pas été suffisamment anticipé, la destruction des contributions sociales, la destruction de l'impôt, la destruction de la valeur. L'écosystème. En revanche, je ne peux pas laisser dire non plus que la Nouvelle-Calédonie est un système libéral. Le nombre de sociétés d'économie mixte
en Nouvelle-Calédonie, avec prise de participation publique, est énorme, avec des domaines monopolistiques qui, par ailleurs, pourraient être gérés par le privé. On a les compagnies aériennes, on a l'électricité, on a des sociétés d'économie mixte qui sont toutes en faillite, en réalité, dans la plupart des cas, parce qu'elles étaient alimentées par quoi ? Par l'impôt, généralement, qui venait finalement de la contribution des Calédoniens et des entreprises du secteur privé. La gestion d'une entreprise privée, c'est la gestion en bon père de famille d'un financement, c'est la recherche évidemment du profit, parce que je rappelle quand même une vérité qu'on oublie peut-être, notamment dans le secteur de l'économie mixte, c'est que c'est le profit qui fait vivre une entreprise et qui paye les salaires à la fin du mois et qui paye les impôts. Et donc dans la modification du système, nous on dit oui, et si on trouve un système qui fonctionne, en effet, parce que les premières victimes... l'interview, c'était une salariée d'Air Calédonie. Air Calédonie, malheureusement, qui ça a touché, les salariés d'Air Calédonie ont été frappés de plein fouet. C'est des victimes collatérales de cette crise, mais c'est des victimes parce qu'on n'a plus les moyens de maintenir Air Calédonie à flot aujourd'hui. Donc oui, dans la réflexion du système, il va falloir aussi réfléchir à la répartition de l'activité économique entre le public et le secteur privé. Et accabler d'impôts le secteur privé aujourd'hui alors qu'il est à terre et qu'on vient de réaliser brutalement que c'était lui qui faisait fonctionner la Nouvelle-Calédonie en grande partie, ça ne me semble pas la stratégie la plus payante à court terme. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve davantage, qu'on soit plus créatif. Christopher Gigès, très rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, juste par rapport à ce que vous disiez sur le fait est-ce qu'on ne se parle pas trop, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir de ça. Moi j'ai été très clair avec les partenaires sociaux, enfin ça va pas être une surprise pour eux, hein. J'ai dit c'est important d'avoir ce temps d'échange. Moi je considère qu'on sera beaucoup plus fort si on est en capacité, et société civile côté salarié, patronat et classe politique, de porter un projet ensemble, de faire un consensus, d'arriver les uns vers les autres, peut-être plus efficace que sur l'avenir institutionnel, et j'en suis convaincu, mais il y a un moment, il faut trancher. Et donc c'est vrai qu'on se voit beaucoup, on se échange beaucoup, on arrive à trouver des solutions depuis plusieurs semaines sur beaucoup d'aspects, sur la liste des produits de première nécessité, sur le dispositif de chômage de retour à l'emploi qu'on va mettre en place. Mais à un moment, s'il y a pas de décisions qui sont prises, moi je l'ai dit sur votre antenne, je suis pas venu pour rien faire au gouvernement, et il faudra proposer les réformes qu'il faudra proposer. Mélanie Attapo, vous parliez de solutions pragmatiques. En quelques mots, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission, quelles sont les solutions justement pour ces personnes qui vont se retrouver sans chômage partiel en mois de juillet, qui n'auront peut-être même pas de quoi nourrir leur famille? Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour justement qu'ils puissent sortir la tête de l'eau, ces personnes-là? Déjà, avant de répondre à votre question, il faut d'emblée, quand on parle d'emploi et justement de perspectives par rapport à ces personnes-là, l'emploi aujourd'hui est subordonné à l'accord politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méfiance des investisseurs. Madame Dali, elle disait tout à l'heure, j'entendais de M. Gigès aussi, qu'il y en a qui n'investissent pas. Et je regardais l'émission de Madame Dali aussi au JT, on voit qu'il y a 38% ne veulent plus investir. Mais voilà, il faut s'inscrire dans le pari de l'intelligence, parce que ce sont des gens quand même qui ont été là pendant 40 ans. Qui ont investi ici, puis qui ont aussi fait fortune. Et donc, pour répondre justement... Très rapidement. Oui, concrètement à la problématique de l'emploi aujourd'hui, c'est de renvoyer l'ascenseur, si je puis dire les choses comme ça, au pays. Si on se sent engagé ici, on dit qu'on aime ce pays, on ne vient pas faire du 5-5 et après on part investir ailleurs. Mimsi, mot de la fin? Oui, écoutez, les pistes, je crois qu'on en a plusieurs. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on fait le pari justement de cette intelligence collective et cette mise en contribution d'idées. Moi, je redis quand même que les travaux qu'on mène aujourd'hui ne sont pas inutiles et on est ravis de voir qu'il y a beaucoup de chantiers qui s'ouvrent dans différents domaines aujourd'hui avec le gouvernement. On espère qu'ils vont aboutir au congrès de la Nouvelle-Calédonie. J'ai évoqué beaucoup de textes qui malheureusement sont stoppés à l'échelon du congrès. On a besoin que cette intelligence elle aille jusqu'au bout et que on prenne les décisions nécessaires. Néanmoins, voilà, la mise en commun et la contribution collective au débat est très importante. Je vois que ça discute beaucoup sur le plateau, donc c'est très bien que vous ayez des moments pour discuter. Écoutez, c'est la fin de l'émission. Un grand merci à nos trois invités pour ces échanges. Et malgré toutes les incertitudes qui traversent notre société, certaines choses ne changeront pas. Il faut un toit, de quoi manger et les moyens de répondre à ces besoins essentiels. Et sans emploi, tout ça devient bien difficile. On espère donc que cette émission vous a apporté quelques éléments de réponse. Bon courage à toutes et à tous, excellente soirée et on se retrouve en mai pour un prochain numéro d'EcoSoc EcoChoc.
Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.